Bienvenue à tous. Du coup, re-bienvenue à ce webinaire qui va aujourd'hui donc avec le concours de Mathilde Besselièvre, de Martin Molina et d'Antonin Bravé. Nous allons discuter de la thématique de la migration et de la santé des patients exilés. Rapidement, je représente un petit peu le SHEM dont je fais partie. Donc, je suis médecin généraliste et j'ai également une petite partie de mon temps de travail au SHEM. Donc, le SHEM est une association de formation continue qui est basée actuellement à Brest, qui initialement avait été montée par des médecins généralistes et qui donc a grandi un petit peu et qui maintenant euh, s'adresse également donc à des kinés, à des pharmaciens, à des infirmiers, et également à des médecins spécialistes. Voilà, donc je suis ravie qu'on puisse parler de cette thématique qui est d'actualité et qui peut mettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas mal en difficulté du fait du temps qu'on peut passer en consultation et de l'orientation du réseau. Donc c'est très intéressant qu'on puisse parler du réseau Louis Guillou, donc qui est breton, et également du dispositif assez spécifique, le DataSam. Je vous laisse vous présenter, docteur Besselièvre et docteur Molina. Oui, bonjour à tous. Donc, Mathilde Besselièvre, je suis médecin à la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital de Vannes et je suis également médecin coordinatrice du DataSam pour le Morbihan Est. Et j'ai une petite partie de mon activité en tant que médecin de la maison d'arrêt de Vannes. Bonjour, moi je suis le docteur Molina, je travaille au réseau Louis Guillou, donc au centre médical à l'équipe mobile santé précarité principalement, et du coup j'occupe aussi le rôle de coordinateur du DataSam que va vous présenter Antonin en Ille-et-Vilaine. Antonin. Bonsoir, oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis toujours Antonin Bravet et je suis toujours coordinateur du DataSam, le dispositif d'appui technique pour l'accès aux soins et l'accompagnement des migrants, qui est un dispositif porté par l'association Réseau Louis Guillou. Que tu vas pouvoir nous présenter. C'est bon, Bérénice, je peux enchaîner? Ok, eh bien j'enchaîne. L'association Réseau Louis Guillou, c'est une association qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, qui a été créée initialement donc Réseau Ville Hôpital du 35, qui a recalibré un peu son volet d'activité, puisque donc les réseaux Ville Hôpital avaient été créés sur le sujet de la prise en charge du VIH. Depuis 2006, l'association a décidé de dédier en grande partie son action à la prise en charge des patients migrants. Donc, on a un périmètre régional, en tout cas sur certains dispositifs de l'association. On intervient principalement à travers donc deux modes d'action, ce qui concerne la prise en charge des patients au niveau somatique et au niveau psy sur le territoire de Rennes. Et on intervient aussi à travers un certain nombre de dispositifs dont le DataSam fait partie, concernant l'accompagnement des professionnels de la région. Vas-y. Le petit schéma qui présente de façon exhaustive les différentes activités du réseau Louis Guillou. Donc le principal pôle d'activité, donc le pôle migrant avec le centre médical, les dispositifs SIM, DataSam et l'équipe mobile. On est également CLAT, donc le centre de lutte anti-tuberculose pour le département du 35. On a un pôle de coordination en santé sexuelle, le centre de prise en charge concernant la santé mentale. On a des places d'ACT, d'appartements de coordination thérapeutique, et on a également un pôle interprétariat, puisque l'un des chevals de bataille de l'association, c'est le recours à l'interprétariat professionnel en santé, sujet sur lequel on aura l'occasion assez largement de revenir à travers ce webinaire. Le DataSam, de façon un petit peu plus spécifique, intervient principalement à travers 5 axes opérationnels. La coordination,
pour impulser, inciter les différents acteurs du territoire, du médico-social, institutionnel, etc., à se mettre autour de la table et à se coordonner concernant la prise en charge des patients exilés. La mise à disposition d'outils pour que les professionnels puissent par eux-mêmes effectivement trouver des réponses en pratique à leurs questions. Le sujet de la formation, l'accès à l'interprétariat, comme je le disais juste avant, et un volet de sensibilisation qui concerne le grand public, les décideurs, pour mettre le sujet de la prise en charge des patients exilés à l'agenda politique. De façon très opérationnelle, on intervient à travers la présence de médecins coordinateurs, donc comme Dr Molina et Dr Besselièvre qui sont avec nous ce soir, donc de médecins coordinateurs sur les principales villes de la région, donc Rennes, Vannes, Lorient, Quimper, Brest et Saint-Brieuc, et qui, sur l'échelle de leur territoire, assurent du coup le déploiement du dispositif et qui sont un peu l'interface avec l'ensemble des partenaires, sachant que le dispositif DataSam est vraiment un dispositif d'appui technique qui a vocation à travailler auprès des professionnels et non pas directement auprès des publics. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de l'association et du dispositif. Comme le disait Bérénice, il y a effectivement de toute façon la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir un peu plus sur la structure. De façon générale, tout au long de la soirée, sur le fonctionnement des questions, donc Docteur Molina, non, Docteur Molina d'abord, puis Docteur Besselièvre vous présenteront donc le topo qu'on a préparé pour ce soir. Moi, je resterai en modération au niveau du chat, soit pour répondre directement si j'ai la réponse à vos questions, soit pour interpeller mes collègues pour les arrêter dans leur présentation pour qu'ils puissent vous répondre si besoin. Et puis, si jamais je sais que ce sont des sujets sur lesquels vous posez des questions qui seront présentés un peu plus tard ou sur lesquels on a prévu effectivement d'intervenir par ailleurs, voilà, peut-être que je vous l'indiquerai pour qu'on reprenne votre question au moment où au moment où le sujet sera abordé dans la présentation. La présentation, elle est articulée en 3 parties. Des éléments de contexte pour un petit peu redonner quelques éléments, on va dire, très globaux sur le sujet de la migration, de l'exil, etc. Parce que c'est un sujet qui est complexe, dans lequel il peut y avoir souvent des amalgames de faits, dans lesquels les éléments de sémantique et quelques éléments chiffrés peuvent permettre un peu de redonner un peu de précision dans tout ça. Une deuxième partie sur les déterminants spécifiques à la population exilée, pour essayer de comprendre un petit peu voilà, quels sont les aspects qui vont avoir leur importance avant même de parler effectivement de la prise en charge directement. Et puis enfin, le docteur Besselièvre vous présentera un petit topo sur la prise en charge en pratique avec un petit peu des outils concrets à mobiliser dans le cadre de votre pratique. Voilà, je m'arrête là. Je vais laisser la parole au docteur Molina et puis je reste bien évidemment de toute façon connecté pour faire la modération des questions. Martin, c'est à toi. Merci beaucoup, Antonin. Donc, du coup, on voulait d'abord clarifier un certain nombre de termes et de définitions qui peuvent être parfois le lieu de confusion. Donc, un migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour venir s'installer durablement dans un autre pays dont elle n'a pas la nationalité. Exilé, c'est plutôt ça implique la notion de contrainte de fuir un peu son pays. L'étymologie veut ça, c'est la personne qui est extraite apatride. Voilà. Moi, personnellement, j'ai tendance à préférer le terme exilé parce que c'est un participe passé et que l'étymologie est un peu plus, voilà, je trouve ça plus adapté. Migrant, bon, c'est plutôt un participe présent, donc on se dit quelqu'un qui est migrant, bah, une fois qu'il est arrivé dans un pays, est-ce qu'il est toujours migrant? Du coup, auquel cas, il faudrait qu'il aille ailleurs. Et en même temps, voilà, c'est aussi un petit peu connoté. Mais voilà. Et puis, un demandeur d'asile, donc ça, c'est une définition qui est en fait administrative. Les premières définitions, c'était juste
voilà, une migration géographique, enfin, bouger de pays. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui va demander l'asile, qui va demander la protection donc dans un pays d'accueil qui est doté d'un dispositif d'asile. C'est pas tous les pays. Et puis, en France, on va le redire, hein, mais c'est l'OFPRA, la CNDA, on va en parler un peu plus, qui va soit obtenir le statut, pareil, de réfugié, soit ne pas l'obtenir, on dit qu'il est débouté et va devenir sans papier. Donc voilà, pas trop mélanger ces termes-là. On dit oui, les réfugiés de Lampedusa, non. Et à ce moment-là, ils sont juste rien du tout, et peut-être ils vont faire une demande d'asile, et peut-être ils vont être réfugiés. Donc, dans les grandes lignes, pour vous expliquer la demande d'asile, qui est quand même quelque chose qu'on rencontre, que la plupart des patients au moins peuvent faire à leur arrivée quand ils demandent la protection, c'est d'abord de passer par des services, on dit préfectoraux. Donc le SPADA, c'est le service de premier accueil des demandeurs d'asile. Il peut être géré par d'autres associations, hein, prestataires qui font un peu le boulot de l'État. Et puis par contre, les guichets uniques de demande d'asile en préfecture pour enregistrer la demande d'asile. Ensuite, il y a une prise en charge matérielle, juridique pas toujours. On passe par l'OFPRA. Ensuite, il y a un accompagnement juridique beaucoup plus souvent pour la CNDA avec des avocats souvent, donc la Cour nationale du droit d'asile. Et l'OFPRA, c'est l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Et donc, la personne demandeuse d'asile va passer d'abord à l'OFPRA, puis à la CNDA. Si elle n'a pas obtenu donc la protection à l'OFPRA, elle peut faire un recours à la CNDA en deuxième instance. Donc, il y a la Convention de Genève pour les personnes qui sont persécutées en raison de leur appartenance à 5 groupes, voilà. Et puis, il y a aussi des protections des citoyens dans le cadre de, par exemple, la protection subsidiaire, c'est hors Convention de Genève. Et puis, d'autres petits dispositifs, mais la plupart, c'est ça. C'est la Convention de Genève, pardon. La demande d'asile, donc, il y a plusieurs procédures, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on essaye de vous dire les choses, parce que ça a beaucoup en fait d'influence sur après le parcours de nos patients et parfois aussi leur état de santé. Donc la procédure normale, quelqu'un qui est en France en procédure d'asile normale, il va demander l'asile en France, c'est ce qu'on vient de dire. La procédure Dublin, donc ça c'est des règlements européens qui évoluent régulièrement, mais donc globalement l'idée c'est que une personne qui est extra-européenne qui va rentrer sur le continent européen, le premier pays dans lequel on va contrôler ses empreintes en haut, normalement, c'est le pays qui devra instruire sa demande d'asile. Donc si la personne arrive en Italie, qu'elle est contrôlée, qu'on prend ses empreintes, mais qu'elle est francophone et qu'elle veut aller en France, ou qu'elle est je sais pas quoi et qu'elle veut aller ailleurs, et ben quand elle va aller ailleurs et demander l'asile, on va voir dans les fichiers européens qu'elle est passée d'abord par la Croatie, par l'Italie, par l'Espagne. Et donc, on va dire, ah ben non, c'est une procédure Dublin. Et en gros, la France est censée renvoyer la personne dans le premier pays où elle était pour que ce soit ce pays-là qui examine sa demande de protection. C'est pas toujours fait en pratique, mais donc du coup, ça place les personnes dans une situation de stress supplémentaire, d'indécision, voilà, et puis les procédures sont plus longues. Et puis la procédure accélérée, c'est une procédure normale. Enfin, c'est en France que ça se passe, mais c'est pour des pays jugés d'origine jugés sûrs, dans des cas un peu particuliers, et les délais sont plus courts. Bon voilà, c'est un peu plus compliqué. Les recours à la CNDA peuvent être refusés sur dossier, sur ordonnance et sans audience. Enfin voilà, c'est plus difficile comme procédure. Et donc les déboutés, c'est ceux qui n'ont pas obtenu l'asile. Il y a d'autres statuts qui permettent d'avoir un titre de séjour, hein, faut le savoir. Beaucoup sont regroupés sous le nom vie privée, vie familiale, mais en fait, ça représente beaucoup de choses, par exemple des conjoints de personnes françaises, mais aussi un patient qui va avoir un titre de séjour étranger malade, il aura sur le nom de son titre de séjour la catégorie vie privée, vie familiale.
Il y a aussi énormément d'étudiants étrangers en France, des mineurs non accompagnés, et puis il y a aussi des personnes ressortissantes de pays de l'Union européenne, et puis des gens qui ont juste rien. Des petits repères démographiques. Alors, je me suis amusé à vous mettre des trucs un petit peu, des représentations un petit peu bizarres, c'est pour rigoler un peu avec les chiffres. Donc ça, c'est la plupart des pays d'Europe. En bleu ciel à gauche, donc vous avez les nationaux, la part de nationaux dans le pays. Et puis en jaune, la part d'immigrés de l'Union européenne. Et en bleu foncé, désolé, je suis daltonien, enfin en foncé à droite, les étrangers hors UE. Et donc, vous voyez que finalement, parmi les pays où il y a le plus d'étrangers, hein, c'est quand même le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, ce genre de trucs. Mais bon, après, si on regarde les étrangers hors Union européenne, bon, vous voyez la France, finalement, l'Allemagne, c'est pas en part de la population, c'est pas si ouf, c'est des petits pourcentages. Et voilà, c'est une manière de représenter les choses. Donc, une autre manière de représenter les choses pour voir que c'est finalement parfois un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense. Donc là, on représente les immigrés en France selon l'INSEE en 2022. Donc 7 millions d'immigrés, ce qui représente 10,3% de la population. Voilà, dont 7% sont hors Union européenne et 3,3% issus de pays de l'UE. Si là, on représente maintenant les étrangers en France, c'est 5,3 millions de personnes. Mais vous voyez que les cercles, ils se recoupent pas. Et donc finalement, si ça veut bien passer, on se retrouve en haut avec des immigrés, mais naturalisés français, c'est quand même 2,5 millions de personnes. Et en bas, des étrangers, mais nés en France. C'est quand même 800 000 personnes. Au milieu, donc ceux auxquels on pense en fait spontanément, hein, les immigrés de nationalité étrangère, qui sont que 4,5 millions finalement sur ces 7 millions. Et puis, il y a même des personnes nées françaises à l'étranger, 1,7 million. Donc, c'est un peu le bordel. Et ceux qui vont nous intéresser le plus quand on parle de santé, de précarité et de besoin de soins et de spécificité, ça va être ce qu'on appelle les ressortissants de pays tiers extra-UE qui sont immigrés sans la nationalité. Et c'est ceux-là, en fait, dont on va parler le plus ce soir. J'ai récupéré un peu les derniers chiffres officiels. Donc, dans le monde, en 2020, 280 millions de migrants internationaux. C'est en franche, ça augmente hein, de plus en plus. 3,6% de la population mondiale, mais on peut monter jusqu'à 5% selon François Héran, que je vous invite un peu à suivre, qui est intéressant sur ces sujets-là. Si on considère en fait, voilà, à la fois l'immigration non déclarée, qui est difficile à apprécier, et puis les anciens migrants revenus dans leur pays. Le petit schéma en bas à droite, pour vous montrer que finalement, le plus gros flux de migrants dans le monde, c'est un flux sud-sud, 97 millions de personnes. La plupart des gens, ils n'arrivent pas jusqu'à l'Europe quand il y a des conflits majeurs. La plupart des gens, ils vont dans le pays qui est juste à côté. On va revoir ça. Bon, concernant les chiffres officiels de la demande d'asile en 2022, on n'a pas encore on a les rapports 2023 de l'année 2022. En France, bon, la demande d'asile est remontée au niveau avant Covid, les chiffres de demande d'asile, et c'est en franche augmentation hein, depuis une dizaine d'années, quoi que soient les surenchères des partis politiques et des différents ministres de l'Intérieur qu'on a eu depuis. Donc il y a 131 254 demandes d'asile qui ont été faites. Les principaux pays, Afghanistan en premier, Bangladesh, Turquie, Géorgie et puis République démocratique du Congo. Bon, c'est les 5 plus gros. Après, franchement, le nombre de demandes est un peu moins important pour les autres pays, mais cette liste, elle change un petit peu. Il y a très souvent la RDC, l'Afghanistan, le Bangladesh. Après, ça bouge. 29% de taux de protection, donc de réponse positive à l'OFPRA. Et puis, parmi ceux qui ont fait un recours CNDA en 2022, 21% qui ont été protégés. On est entre 35 et 40% de taux de protection effectif, les deux cumulés. Bon,
j'ai assez parlé. On va faire un petit sondage. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous faire passer des questions. Et puis, je sais pas comment ça marche, Marc, tu veux me lancer? Ah. Non. Ouais, c'est bon. C'est un vrai ou faux? Donc là, la question, près de 9 réfugiés sur 10 sont accueillis par un pays pauvre ou en voie de développement. Ah, vous répondez à tout déjà, pardon. Ok. Excusez-moi. Du coup, vous avez quelques secondes pour répondre à 5-6 questions par vrai ou faux. Et d'ailleurs, il y a un quiz, mais les réponses au quiz, elles sont toujours là. Martin, je me permets d'intervenir. On n'a que le premier là. Près de 9 réfugiés sur 10 sont accueillis. Les personnes ont super. répondu. Voilà. Ok, donc 85% vrai, 15% faux. Eh ben, vous avez raison. Après, je crois qu'il y a plus les diapos que j'avais mises avec toutes les explications. C'est dommage. Mais oui, vous avez raison. C'est exactement ça. Quand il y a des événements en Irak, c'est ou en Syrie. Enfin voilà, c'est la Turquie, le Liban, les pays autour. Pour l'Ukraine, ça a été pareil. La plupart du temps, c'est des pays limitrophes et donc c'est des pays aussi souvent qui sont pauvres et voilà. Deuxième question. En 2020, du fait du Covid, il y a eu beaucoup moins de déplacés qu'en 2019. De déplacés, donc c'est des personnes qui ont dû changer de région, même à l'intérieur d'un pays, ou de pays. « 72% vrai, 28% faux ». Eh bien, c'est faux. En effet, en 2020, il y a eu énormément de déplacés internes et de migrants, plus que 2019. Tu avais mis dans ta présentation plus 4%. Exactement. 82,4%. Je n'ai plus accès à ma présentation. C'est pour ça. Merci. C'est pour ça que je pose à mes chiffres. Soutien. On va faire pareil pour la suivante, si ça te va. Je vous donne quelques éléments dans le chat de précision. Merci. La question, quel est le classement des continents d'origine des migrants internationaux? Tout le monde a mis... Ah non, pas tout le monde. Une seule personne avait répondu. C'est de plus en plus dur. Hein. Tout le monde a répondu là, je pense. Du coup, pour les chiffres, pour donner un peu plus d'infos, je veux bien. Donc, on a une majorité sur... Ah, vas-y. Donc, en 1, effectivement, Asie, 41%, 83,6 millions. En 2, Europe, 40%, 82,3 millions. En 3, Afrique, 13%, 26,5 millions. Et en 4, Amérique latine et Océanie, donc 6%, 11,6 millions. C'était un peu plus partagé, mais vous avez encore majoritairement bien répondu, bravo. Actuellement, la moitié des immigrés arrivant en France sont des femmes.
95% ont voté. Bon. Eh ben, je crois que vous vous êtes trompé là. La moitié des immigrés arrivés en France sont bien des femmes. Ouais, tu mettais 51% en 2021 sur les chiffres INSEE. Et dernière question, vous devez la voir, ouais. Il arrive qu'une personne perde son droit au séjour après avoir passé de nombreuses années en France en situation régulière. Bon. Commencez à comprendre l'esprit. Bon, bien évidemment, c'est vrai, vous avez largement raison. Beaucoup de patients qui ont un titre de séjour pour le travail et qui perdent leur travail, de personnes qui ont un titre de séjour pour les études, qui ne l'ont pas renouvelé, et puis aussi beaucoup de patients qu'on a qui ont des titres de séjour pour raison de santé et qui, parce que leur pathologie s'est légèrement améliorée ou parce que on sait pas trop, ne se le voient pas renouvelé. Donc c'est vrai. Après 8 ans passés en France, il y avait des chiffres, je pense, et des trucs un peu plus précis dans la diapo que j'avais préparée, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, oui, ça arrive très souvent et c'est bien compliqué. Donc, on va arrêter un petit peu avec les éléments démographiques et tous ces chiffres. Et puis, on va parler un petit peu de quelques déterminants de santé spécifiques, enfin, ou en tout cas, qui concernent la population exilée. Voilà, vous voyez le petit dessin. C'est rigolo. Donc, des lieux communs, hein, des choses que je pense que vous savez très bien, mais donc c'est de nombreux papiers, études sociologiques, démographiques, géographiques ont montré que les personnes partent bien majoritairement en raison de la situation dans leur pays que de la situation dans le pays d'arrivée. Et les principales voies de la migration, hein, qui sont l'axe de la Méditerranée en gros et le chemin des Balkans, donnent lieu à tout un tas de trafic, business, réseau de traite d'êtres humains, extorsion en tout genre. Et du coup, les trajets sont souvent longs et émaillés de beaucoup de violence. Et les conditions d'accueil dans les pays d'arrivée en Europe, on le voit, constituent aussi souvent une violence supplémentaire qui symboliquement en plus est encore plus grande parce que se rendre compte que on fait tout ça pour ça et c'est pas génial. Donc un autre moyen de vous présenter ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le GUDA, puis le passage en préfecture, puis le dossier OFPRA, puis c'est un autre moyen de représenter à quel point tout ça c'est pas si simple déjà pour nous et puis du coup pour les personnes voilà dans des contextes en plus de stress et puis des personnes qui souvent parlent pas français. Donc c'est bien compliqué. Et à droite, 2 informations importantes. Donc les demandeurs d'asile ont droit à une allocation de demandeurs d'asile qui est environ de 200 et quelques euros pour un demandeur d'asile hébergé et de 400 et quelques euros pour un demandeur d'asile qui n'est pas hébergé par mois. Sachant que en pratique, ils n'ont pas le droit de travailler. Ceci dit, moins de la moitié des demandeurs d'asile qui sont considérés comme des populations exceptionnellement vulnérables hein, du fait de leur statut de demandeur d'asile, sont hébergés, hein, moins de la moitié. Donc, il y a des hébergements dédiés dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour les demandeurs d'asile. Donc, c'est un peu, il y a beaucoup de
de sigles, c'est pas très facile et ça aide pas à s'y retrouver. En gros, les CAES, centres d'accueil et d'examen des situations, c'est des centres d'hébergement de très courte durée où les personnes, voilà, en général, il y a ils appellent ça un desserrement, mais en gros, on va envoyer un certain nombre de demandeurs d'asile depuis les endroits où il y en a le plus, c'est-à-dire souvent la région parisienne ou le Calaisis, d'un coup, de manière volontaire, envoyer des gens dans des régions en dehors de la région parisienne et du Calaisis pour les répartir sur le territoire. Et donc, ils arrivent dans un CAES pendant une semaine, 2 semaines, le temps d'être renvoyés dans un des autres dispositifs dont je vais vous parler pendant une durée un peu plus longue. Donc, juste à parté, les CAES qui existent depuis un moment maintenant, s'apparente pas mal au SAS dont on entend parler là en contexte de Jeux Olympiques. Là, il y a le maire d'Orléans et tout ça qu'on en parlait. C'est à peu près ça. Hein. On dessert la région parisienne et on envoie des personnes, la plupart du temps demandeuses d'asile, mais pas que, pendant 2-3 semaines dans un endroit avant qu'elles soient elles-mêmes orientées ailleurs en région. Les UDA, donc c'est hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Donc ça, c'est quelques semaines. La plupart maintenant, c'est des logements en chambre collective ou c'est très rare que ce soit en chambre seule. Le CADA, c'est le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc là, c'est toute la durée de leur procédure de demande d'asile. Les personnes sont hébergées dans le CADA, donc c'est plus long et il y a la possibilité quand même un peu de prendre des repères et de s'inscrire sur le territoire. Et puis CPH, c'est le centre provisoire d'hébergement. C'est pour les personnes, elles, qui sont réfugiées, mais qui sont encore trop en difficulté pour se loger toutes seules. Et puis un petit peu en difficulté. De nombreux réfugiés qui ont le statut de réfugiés, qui sont plus en demande d'asile, sont également dans la grande précarité et SDF. Et la photo là du magazine de Santé publique France, La santé en action, sur le logement, qui était à mon sens pas trop mal fait. Il y avait beaucoup d'articles assez intéressants que je vous invite à regarder, qui montrent bien à quel point voilà, c'est marqué, tout est marqué dans le titre, hein, la couverture, mais le logement, c'est un déterminant majeur de la santé des populations. Nous, dans les patients qu'on rencontre, Mathilde vous en parlera mieux tout à l'heure, mais voilà, on voit bien que donc l'absence de logement, ça expose un certain nombre de violences, notamment les femmes, et puis qu'il y a tout un tas de pathologies à la fois voilà, parasitaires et puis infectieuses qui pourraient être évitées dans un logement plus salubre. Quelques mots donc sur ces problèmes d'hébergement. Donc, il faut y penser quand on voit des patients qu'on rencontre, leur demander en fait comment ils sont hébergés, où est-ce qu'ils sont hébergés. Petite anecdote. Récemment, on a fait une formation avec des sages-femmes de grands centres hospitaliers qui étaient elles-mêmes dédiées aux femmes victimes de mutilations génitales. Et en fait, elles ont découvert que quand une femme est hébergée chez un compatriote, en fait, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Le truc tout à fait primaire et logique, c'était de dire « Ah, vous êtes à la rue ? Non, je suis hébergé chez un compatriote. Ah, ouf, c'est bon, ça marche, on continue la consultation. » En fait, si on va plus loin et qu'on dit « Ah, et est-ce que ça va ? Ou est-ce que vous sentez des pressions ? Ou est-ce que vous êtes en danger ?» Ça amène, dans la quasi-totalité des fois, à des réponses qui mettent mal à l'aise, mais du coup qui peuvent permettre aussi d'aider les gens. Donc voilà. Le 115, bon, c'est un dispositif d'hébergement d'urgence. Il est porté par le SIAO à Rennes et dans pas mal de villes. Et en gros, les personnes appellent. On peut appeler avec elles le 115. Souvent, on attend longtemps au téléphone et souvent, quand on arrive à avoir quelqu'un au bout du fil, il y a peu de solutions, de plus en plus souvent.
Maintenant, on invite les patients à appeler le plus souvent possible parce que ça rend quand même beaucoup de services. Et donc, c'est le 115 qui va orienter vers les différents hébergements d'urgence en fonction de la situation. C'est vrai que y a des personnes avec des animaux, des personnes hommes seuls, des femmes victimes de violences. Hein. Souvent, le 115 marche. Alors, il y a d'autres numéros, d'autres associations, mais si on appelle le 115 quand on est une femme mise à la rue, victime de violences, qui a besoin d'être mise en sécurité, ça marche. Les familles, en fonction de la situation administrative. Alors ça, bon, on l'a marqué, mais c'est pas, voilà, c'est pas souhaitable. Ça devrait être totalement inconditionnel, l'hébergement d'urgence. Mais malheureusement, vu qu'il y a des budgets alloués pour les demandeurs d'asile, des budgets alloués pour d'autres personnes, on en vient à examiner aussi la situation administrative des personnes. Donc voilà. Il y a des hébergements qui sont que la nuit, où les personnes arrivent vers 18h30, 19h, ont un repas chaud, peuvent dormir souvent dans des dortoirs à plusieurs. Et puis à 8h30 du matin, elles doivent partir et le lieu est fermé. Et puis il y en a d'autres qui sont dits en continuité où les personnes peuvent vraiment poser leurs affaires, rester la journée se reposer, dormir la nuit. Souvent c'est de courte durée, 7 à 14 jours, et puis il faut rappeler. Et puis voilà, il y a des spécificités locales, on ne sait pas exactement si tous les participants sont bretons, voilà, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà, le 115, bon, c'est un hébergement d'urgence. Donc, si quelqu'un est sans papier au 115, ça ne veut pas dire qu'il a un accompagnement social. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc, on peut faire des signalements au 115, n'importe qui peut en faire. Alors là, c'est le SIAO 35, hein, donc chacun son dispositif, mais renseignez-vous. Si on croise quelqu'un qui nous semble particulièrement vulnérable, qui a des problématiques de santé, un handicap qui fait que voilà, elle est à la rue, mais en plus elle peut pas monter un étage, mais en plus elle a besoin de soins, elle a besoin d'un frigo pour ranger son insuline et son glucagon, elle a besoin de que sais-je encore. On peut faire des signalements, n'importe qui. Aussi pour les personnes qui parlent pas du tout français. En fait, en faisant ce signalement-là, en mettant quelques renseignements, alors faire attention au secret médical, hein, il ne s'agit pas de dire que, enfin voilà, il faut quand même faire attention. On a le droit de dire qu'il y a un état de santé qui est compatible avec, la rue, par exemple. Mais on peut aussi, pour des personnes qui parlent pas du tout français, donc faire un signalement avec leur nom, leur prénom, leur situation actuelle, et on met leur numéro de téléphone. Et donc du coup, ça leur permet aux écoutants du 115, quand la personne rappelle sans nous, de pouvoir savoir en fait qui appelle. Même si ça les aide pas à communiquer, au moins ils savent que la personne a appelé. Mais le mieux, c'est quand même d'appeler avec les gens. Voilà. Il faut dire aux gens d'appeler tous les jours, parce que malheureusement, si on n'appelle pas à certains jours, c'est que on a probablement d'autres solutions. Autre certificat, qui peut être utile, donc c'est le certificat qui est dit Mezzo pour le médecin de zone. C'est un certificat donc uniquement rempli par les médecins, mais pour les patients demandeurs d'asile qui ont pareil des problématiques de santé particulières qui nécessitent un hébergement, et d'autant plus si l'hébergement doit être adapté. On peut aussi le faire quand des personnes ont besoin d'être à proximité d'un centre médical de tel niveau, avec accès à telle chirurgie, ou un centre expert anti-cancer. Voilà. J'ai bientôt fini. Je vais juste vous parler, et j'espère que c'est pas trop rébarbatif, un peu de la question de la couverture maladie, des droits de santé des patients en France, pour ceux qui sont pas français. Donc, pour les personnes, qui ont peu de, enfin pour tout le monde, en fait, il y a une protection universelle maladie, donc c'est l'ancien régime de base, hein, c'est les 66% du truc. Puis après, il y a les complémentaires qui peuvent être privés, voilà. Et pour les personnes qui ont peu de ressources,
Voilà, vous voyez, entre 754 € et 1017 € par mois ou moins. Il y a ce qui s'appelle la complémentaire santé solidaire. Avant, c'était la CMU, puis CMUC et aide à la complémentaire santé. Maintenant, c'est plus simple, mais c'est un cycle de plus, c'est la C2S. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un titre de séjour, qui sont régulières sur le territoire et qui n'ont pas assez de revenus. L'aide médicale d'État, vous en avez, je pense, beaucoup entendu parler récemment, mais ça n'empêche qu'on peut ne pas avoir bien compris de quoi il s'agissait. Donc l'aide médicale d'État, c'est pas une assurance maladie, c'est une aide de l'État, c'est une enveloppe qui est dédiée aux soins des personnes qui sont de manière régulière depuis plus de 3 mois en France, je dis régulière, non, enfin qui sont stables sur le territoire depuis plus de 3 mois et en conditions irrégulières, et qui ont pas beaucoup de ressources comme la C2S majeure, et du coup avec des difficultés aussi en pratique pour accéder à cette aide, c'est-à-dire que on doit faire la première demande physiquement en agence, et pas dans toutes les agences. Dans certains départements, il y a 2 ou 3 CPAM qui peuvent faire instruire les premières demandes d'aide médicale d'État. Les délais à un moment étaient de 2 mois et demi avant que ça s'ouvre. Et voilà, donc l'aide médicale d'État, c'est un dispositif pour financer l'ensemble des personnes qui sont en situation irrégulière en France, mais qui ont quand même besoin d'accéder aux soins. Et en dessous, dernière chose, le DSUV, donc les dispositifs de soins urgents et vitaux, ou aussi appelés AME soins urgents. Donc ça, c'est uniquement pour les personnes qui sont à l'hôpital et qui sont en situation irrégulière. Pour leurs soins hospitaliers urgents et vitaux, il y a ce dispositif-là qui est possible. Donc, une personne qui a pas encore eu le temps d'ouvrir son AME, qui est dans les 3 mois de carence par rapport à sa demande d'asile, qui est dans les 3 mois de carence avant de pouvoir avoir l'AME, elle pourra bénéficier de ça uniquement pour les soins hospitaliers. Ça pose des problèmes du coup en ville parce que du coup, dès qu'elle sort, eh ben, il n'y a plus rien. Les personnes donc en situation régulière ont la PUMA C2S si elles ont des revenus en bas, enfin moindres, et si elles sont en demande d'asile, elles sont régulières sur le territoire, donc elles peuvent avoir la plupart du temps, il n'y a pas de ressources, donc PUMA C2S, mais depuis 2020, il y a l'instauration aussi pour les demandeurs d'asile d'un délai de carence de 3 mois. Ça a révolutionné notre pratique. C'est-à-dire qu'avant, une personne qui venait demander la protection en France, particulièrement vulnérable parce que en précarité financière, mais aussi éventuellement victime de persécution, pouvait demander dès son arrivée l'ouverture d'une CMU ou d'une C2S et obtenait 2 semaines après l'assurance. Maintenant, les personnes arrivent et pendant 3 mois, il n'y a rien. Et au bout de 3 mois, il faut faire les démarches. Donc, faut être accompagné. Vous imaginez que pour la 50% des demandeurs d'asile qui sont pas hébergés, qui n'ont pas forcément de travailleur social dédié, ben c'est pas facile. Donc, c'est un peu le SPADA vers chez nous là, l'association qui fait le service de premier accueil de demandeurs d'asile, qui a ce rôle de revoir les gens pour demander la Sécu. Souvent des gens qui parlent pas français non plus. Donc voilà, il y a ces 3 mois-là qui font qu'il y a une carence. Et puis après, oui, voilà, visa court séjour. Alors ça, c'est l'enfer quand il y a un visa. Normalement, c'est une assurance voyageur. Quand une personne est sous visa pendant X temps, elle est censée avoir anticipé dans son propre pays, sinon elle paye. Donc ça, c'est des situations souvent pas appréciées des travailleurs sociaux à l'hôpital. Et puis, alors les pays tiers exemptés de visa, je vous en fais grâce. Et puis pour les ressortissants de l'Union européenne, en gros, si la personne avait une assurance dans son pays, qu'elle a demandé une assurance européenne, elle peut avoir ça. Ou sinon, en France, un ressortissant UE qui travaille, à partir de la première heure travaillée, il a droit à la PUMA C2S selon les revenus, et sinon PUMA et puis complémentaire de son employeur s'il travaille.
par exemple, ou une complémentaire privée. Et puis pour les personnes en situation irrégulière, donc il y a un maintien, donc les personnes qui sont déboutées de l'asile peuvent avoir un maintien de leurs droits pendant environ 6 mois, mais c'est de plus en plus compliqué d'y voir vraiment clair, mais il y a un maintien jusqu'au moment où il n'y a plus de maintien, et puis il faut passer sur l'aide médicale d'État, et c'est très compliqué de s'y prendre correctement pour éviter qu'il y ait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, voire 2 mois de carence entre le passage de la C2S à l'aide médicale d'État. Donc l'aide médicale d'État, résidence irrégulière depuis au moins 3 mois, on l'a dit. Voilà. Donc imaginez par exemple une personne qui vient en Europe avec un visa de 3 mois, un visa un peu long, là, 3 mois, et puis qui fait un AVC ou je sais pas quoi. Et ben pendant 3 mois, elle a un visa, donc globalement, s'il n'y a pas d'assurance ailleurs, c'est pas remboursé. Et puis ensuite, elle devient irrégulière sur le territoire. Il faut attendre encore 3 mois pour faire la demande d'aide médicale d'État. Donc c'est pas hyper simple tout ça, mais l'idée, c'est que quand même, on voit les personnes, hormis les 3 premiers mois des demandes d'asile et les 3 premiers mois où on passe du statut régulier au statut irrégulier, les personnes ont quand même normalement accès à une protection maladie qui couvre la plupart des frais courants, et du coup, on peut encore les soigner. Attention, juste pour les médecins et les médicaments remboursés sur la base de 15% par l'assurance maladie, ils ne sont pas pris en charge par l'aide médicale d'État. Et puis, bien sûr, les frais dentaires, les prothèses, les lunettes, les appareils auditifs, et puis la PMA. Une autre façon de représenter le truc, il y a plein de façons de représenter le truc, et à chaque fois, on se rend compte que c'est quand même assez compliqué. La personne en haut demande l'asile, elle s'enregistre, elle fait le demande OFPRA ou CNDA en dessous, et de 2 choses l'une, soit elle obtient le statut de réfugié, et ensuite, ou en tout cas la protection, et ensuite elle a 4 ans, 10 ans de droit au séjour, et puis on fait comme une personne habituelle en termes de droit, soit elle est déboutée, et là elle devient sans papier, et là c'est l'AME, et c'est le bordel. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Voilà, si vous avez des questions un peu plus tard ou tout ça, n'hésitez pas. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans l'approche en pratique des consultations et des soins pour les personnes en situation d'exil. Merci Martin. Je profite juste en attendant que Mathilde tu prennes la parole, juste pour être sûr de rien rater là au niveau de l'interface. Pour le moment, je vois ni question ni intervention dans le chat. Donc confirmez Hervé, Bérénice, hein, il y a pour le moment pas d'intervention à. Oui, je confirme. D'accord, voilà. Bon, c'était juste, merci, c'était juste pour être sûr de rien rater. Mathilde, je te laisse la parole. Oui. Donc, en pratique, hop, si ça fait bien, voilà. Tac. Donc, de ce que disait Martin, de la présence ou l'absence de droit de santé va dépendre quel dispositif peut prendre en charge le patient. En fait, quand il n'y a pas de droit de santé, alors que ce soit pas de droit de santé du tout, hein, et, Martin en parlait, au moment des délais de carence ou des ruptures de droit, ou aussi pas de droit de santé complet, c'est-à-dire pas de mutuelle, pas de C2S pour des personnes qui n'ont pas fait les démarches et qui n'ont pas de ressources. Pour ces personnes-là, il existe, et on est obligé d'avoir recours à des dispositifs spécifiques, dont la PASS fait partie. Donc la PASS, c'est les PASS, c'est les permanences d'accès aux soins de santé. Ça a été créé en 98, en fait, pour pouvoir prendre en charge les patients exclus du système de soins. En 2020, on recensait 410 PASS sur le territoire, une cinquantaine en Île-de-France.
Mais il faut savoir qu'il y a une grande disparité dans les passes. Vous avez des passes où il y a juste un petit temps assistante sociale, il n'y a pas du tout de médecin, c'est les médecins des urgences qui prennent en charge les patients et qui voient avec les assistantes sociales. Et puis vous avez à côté aussi des grosses passes, alors, notamment à la PHP, mais pas seulement, avec des médecins, du temps infirmier et du temps assistante sociale. Donc ça, voilà, passe, ça prouve vraiment des réalités différentes. Le public de ces passes, donc c'est des patients sans droit parce que pour eux, c'est le seul moyen de pouvoir avoir accès à un médecin généraliste. Et plus globalement, tous patients qui ont des difficultés d'accès aux soins de par leur précarité. Donc patients migrants, mais pas que. C'est-à-dire des patients SDF, des patients désociabilisés, des patients psychiatriques, marginalisés, qui vont avoir du mal à avoir recours à un médecin généraliste, à un kiné en ville, voilà, qui vont avoir besoin d'accompagnement. Les PASS proposent des consultations médico-sociales dans un but d'accès aux soins et d'accès aux droits. Parce que dans les PASS, une constante, c'est qu'il y a toujours des travailleurs, des assistants sociaux pour pouvoir ouvrir les droits et permettre l'accès aux soins. L'avantage des PASS, c'est que, alors c'est porté aussi par les hôpitaux, même s'il existe des passes extra-hospitalières, mais il y a des conventions avec les hôpitaux, ce qui permet d'avoir un accès au plateau technique hospitalier. Ce qui n'est pas possible quand il n'y a pas de droit pour les patients qui consulteraient des associations en ville. Ça permet aussi d'avoir accès à la pharmacie de l'hôpital. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens dans les auditeurs, mais c'est vrai que quand un patient vient avec son ordonnance, il faut vraiment éviter de lui dire je ne peux pas vous donner ou alors vous payez. Faut toujours avoir l'arrière-pensée de se dire en fait il faut le réorienter vers une passe pour qu'il puisse avoir les médicaments parce que en fait c'est le meilleur moyen pour que les patients se disent ah bah oui en fait on m'avait dit que j'allais pouvoir avoir les médicaments mais en fait il faut que je paye donc tant pis j'y vais plus. Donc voilà, ça c'est vraiment un message à retenir. Et puis dans certaines passes où il y a des infirmiers, possibilité de soins infirmiers, parfois même en déplacement quand il y a besoin et dans certaines structures. Les autres dispositifs spécifiques, donc toujours de médecine générale, ce sont les points santé, les dispensaires, les centres de santé. Alors, vu que le webinaire de ce soir voilà, je crois, est national, on n'a pas vraiment détaillé pour la Bretagne parce que c'est propre à chaque territoire. C'est souvent porté par des associations ou par certaines municipalités. Et le plus souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils n'ont pas d'accès aux examens complémentaires et ils ont une toute petite pharmacie avec la pharmacie humanitaire internationale. Donc souvent, ils sont en lien avec les PASS. Les plus connus, les CASO de Médecins du Monde, le centre de santé COMED au Kremlin-Bicêtre à Paris, donc pour le comité de la santé des exilés, les dispensaires de la Croix-Rouge, et puis les PASS de ville, notamment à Marseille. Pour savoir un petit peu sur votre territoire, vous avez les sites régionaux des ARS qui sont bien faits, qui recensent un peu les différentes passes et les différents dispositifs que vous pouvez avoir. Et puis soliguide.fr qui est un site et une application pour connaître un petit peu les structures qui prennent en charge des personnes précaires autour de chez vous, que ce soit pour se vêtir, pour se nourrir, pour s'héberger, pour se soigner, pour prendre une douche. Voilà, c'est un dispositif qui est bien fait. Il existe donc dans ces dispositifs des dispositifs médico-sociaux. On fait peut-être une petite aparté sur les équipes mobiles santé-précarité qui se développent de plus en plus. C'est l'allée vers qui est assez à la mode en ce moment en santé publique pour pouvoir aller vers les patients les plus exclus et qui ne vont pas vers le soin. Donc, le but, c'est d'aller vers pour ramener vers le soin. Et dans les établissements médico-sociaux, ça, c'est vraiment pour que vous en ayez entendu parler. On pourra en parler de manière un peu plus précise si vous le souhaitez. Il y a des lits d'accueil médicalisés. Donc ça, c'est pour des pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, avec des séquelles ou handicapantes, avec une perte d'autonomie. Pour des patients qui ne peuvent pas être pris en charge dans d'autres structures, toujours des patients du coup précaires, souvent sans logement ou sans ressources. Les lits halte soins santé, c'est des dispositifs qui sont là surtout pour pallier des pathologies aiguës, pour des patients qui sont à la rue ou dans des logements précaires et qui ont besoin de soins infirmiers à domicile. Par exemple, le cas typique, c'est le patient SDF qui a une plaie
et on ne peut pas le laisser à la rue parce que ça risque de s'infecter. Et donc, il va passer 1, 2, 3 semaines le temps que les soins de pansement soient faits et le temps que sa plaie guérisse. Et puis, les appartements de coordination thérapeutique, c'est des dispositifs pour des maladies chroniques, alors somatiques pour classique hors les murs, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, et psychiatriques pour un chez-soi d'abord, qui met à disposition un médecin coordinateur, une infirmière de coordination, des travailleurs sociaux pour aider un petit peu le patient à se retrouver un petit peu dans tout son système de soins. Il y a des dispositifs spécialisés, donc il y a des passes spécialisées. Encore une fois, ça dépend des territoires. Passe dentaire, c'est assez fréquent. Passe pédiatrique, déjà un peu moins. Passe gynécologique, périnatalité, encore moins, surtout à Paris. Alors, passe dermatologique, il y en a qu'une, je crois, à Paris. Les autres dispositifs prenant en charge des patients sans droit, donc il y a la PMI, la protection maternelle et infantile, pré et postnatal, donc pré pour les suivis de grossesse et puis postnatal pour la mère et son nouveau-né. Les centres de santé sexuelle, c'est les anciens centres de planification familiale, donc normalement c'est pour la santé de la femme de moins de 25 ans, mais ils prennent aussi tous les âges pour les patients précaires. Le CEGID, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des IST, où c'est anonyme et gratuit, donc pour tous. Le centre public de vaccination, c'est gratuit également. Les centres médico-psychologiques de secteur peuvent prendre en charge des patients précaires. En fait, c'est l'équivalent des passes psy. En fait, il n'y a pas vraiment de passes psy à proprement parler. Et puis, les équipes mobiles psychiatrie précarité, ils font un peu ce que les équipes mobiles dont je vous ai parlé tout à l'heure font, mais sur la psychiatrie. Donc, ils essayent de faire du lien et d'essayer d'élaborer avec le patient une demande de soins. Quand les droits sont ouverts, eh bien, on peut orienter vers le droit commun. Donc, droit commun, c'est un gros mot pour parler de la médecine libérale, médecine générale, médecins spécialistes, les pharmacies de ville, les infirmiers libéraux, les kinés, sages-femmes, les dentistes, orthophonistes, puisque avec les droits de santé, on peut se faire rembourser de ces soins-là. Alors pourquoi c'est important cette prise en soin par la ville? Parce qu'on sait que c'est pas simple. Moi j'ai été installée 4 ans en médecine générale, donc je connais les difficultés, mais c'est vraiment important parce que ce passage dans le droit commun, c'est le début d'une intégration sociétale plus globale. Ça évite la marginalisation de ces publics qui sont déjà vulnérables. Ça évite la saturation des urgences, on en parle depuis des années et des années, puisque un patient qui n'est pas suivi en médecine générale va devoir trouver ou consulter. Les PAS ne les prendront pas forcément en charge vu qu'ils ont des droits de santé, et donc ça va surcharger les urgences. Et puis ça évite de saturer les PAS et les autres dispositifs. Voilà, on est tous concernés. Alors, les freins et les difficultés, bien sûr, ça peut être une difficulté liée à la formation, se sentir pas assez qualifié pour prendre en charge ses patients. Alors, on verra un peu par la suite, mais dans la grande majorité du temps, vraiment, c'est des pathologies classiques que les médecins ont l'habitude de prendre en soin. Après, s'il y a des besoins ressentis, on en parlera aussi, on fait des formations et il existe des formations, qui sont assez répandues en France. L'autre frein principal, c'est le temps, parce que effectivement, il y a la langue, il y a une situation sociale à comprendre, mais encore une fois, on va essayer de vous diffuser des outils pour gagner du temps et pour que ce soit faisable sur des consultations de médecine générale ou de sage-femme ou en kiné. La barrière de la langue, on va voir qu'il existe des moyens pour avoir de l'interprétariat et je vais passer un bon moment là-dessus pour vous expliquer à quel point c'est important et à quel point ça peut vous faire gagner du temps. Et le frein financier, globalement, effectivement, ces personnes n'ont pas de carte vitale tant qu'elles n'ont pas le statut de réfugié. Elles ont un numéro de sécurité sociale transitoire, donc elles ne sont pas non plus connues sur Amélie-Pro, mais des feuilles de soins papier envoyées à la CPM et ça fonctionne très bien. Donc en pratique, comment faire?
connaître le réseau de son territoire. C'est pour ça que je vous donnais un petit peu les différents moyens de vous renseigner sur votre territoire pour pouvoir voilà, appeler s'il y a besoin. Si on ne se sent pas à l'aise avec le bilan de santé, qu'on n'a pas été formé, il y a possibilité d'adresser. Alors, je pense pas que ce soit propre à la Bretagne, hein, mais en Bretagne, effectivement, il y a le réseau Louis Guillou qui propose des consultations de bilan de santé. Nous, sur le Morbihan, Vannes et Lorient, les PASS proposent ces bilans de santé. Donc, il y a possibilité de référer pour un bilan de santé puis de récupérer le patient ensuite pour le suivi, un peu comme les bilans de santé CPM. Donc, possibilité de se former et puis l'utilisation des outils, donc l'interprétariat, le carnet de santé, les différents comptes rendus. Nous, tous les patients qu'on voit à la PASS repartent avec leur compte rendu si jamais ils sont vus par un médecin dans l'intervalle. Donc, en tout cas, les informations, on peut les avoir. Et l'existence aussi de protocoles et d'outils traduits. Donc ça, c'est le carnet de santé que le DataSam a développé sur la Bretagne, qui commence à être bien diffusé au sein des structures. Et donc, en pratique, les comptes rendus sont glissés à l'intérieur, ce qui permet aux médecins, quand ils voient le patient, en fait, il a déjà les comptes rendus d'un médecin PASS ou d'une structure qui a vu le patient pendant 1 heure avec un interprète, avec tous les détails. Et donc, c'est beaucoup plus simple de prendre en charge un patient pour un problème aigu quand on a déjà toute la trame. Et puis, on y glisse aussi les examens complémentaires, les résultats des biologies. On vous a mis le livret du COMED qui peuvent être commandés sur leur site, qui explique en fait le système de soins en France et où consulter en cas de besoin et qui est traduit en beaucoup de langues. Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a un certain nombre de langues et vous pouvez les commander. L'existence de protocoles et d'outils traduits sur le site du réseau Louis Guillou. Vous avez plusieurs protocoles. Alors, de mémoire, il y a qu'est-ce qu'une IRM, qu'est-ce qu'une coloscopie, une endoscopie, comment se préparer, voilà, traduit en plusieurs langues. Et puis, vous avez le site internet Traleo, où il y a également pas mal de ressources. Petit mot sur les formations qu'organise le DataSam. C'est en visio sur l'heure du midi tous les 15 jours sur des thèmes assez variés, des thèmes spécifiquement adressés aux médecins, d'autres aux professionnels de santé et puis d'autres à tout public. Donc voilà, on pourra vous communiquer le programme. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. On en profite aussi pour vous parler du colloque du réseau Louis Guillou qui va avoir lieu le 23 mai à Rennes et dont le sujet est central ce soir, hein, la prise en soin des patients exilés, une expertise à généraliser pour l'interrogation. Sous-entendu, est-ce qu'il faut la généraliser? Est-ce que c'est faisable? Et si oui, comment on peut généraliser cette expertise entre guillemets? Et dernière chose, on organise en fait un peu la suite de ce webinaire plus en détail sur la boîte à outils de la prise en charge des patients précaires. Donc le 16 mai à Quimper et le 10 octobre à Vannes, vous êtes les bienvenus avec le CHEM et avec le DPC. Alors je voulais vous faire un petit point sur l'interprétariat. Donc les patients allophones, quand même une grande partie de nos patients migrants. Donc, ce sont des patients dont la langue maternelle est étrangère en référence à un territoire de prise en soin. Il faut bien comprendre que parler quelques mots, ça ne va pas suffire à une consultation. On se dit, oh, on va se dépatouiller, mais en fait, il n'y aura pas une égalité des chances par rapport, voilà, vous avez quelqu'un qui vient pour des maux de tête, s'il est francophone, on va poser 10 minutes de questions. Voilà, on sait bien que quelques mots, ça ne suffit pas. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la barrière de la langue, c'est un facteur de vulnérabilité parmi d'autres, mais sur celui-là, on peut agir. Je vous ai refait une petite représentation des facteurs de vulnérabilité pour un patient exilé. Alors, bien sûr, ça dépend du statut de la société de départ. Hein. Ce n'est pas la même chose de fuir des persécutions ou de migrer voilà, pour sa famille en étant souvent le plus résistant, le plus fort, le plus à même de partir. Le parcours migratoire, Martin en a parlé, et les violences qu'on peut rencontrer. L'ancienneté de la migration, voilà, plus on est longtemps dans un pays, plus on connaît les codes. Le statut à l'arrivée.
Est-ce qu'on arrive chez une cousine? Est-ce qu'on est à la rue à appeler le 115 tous les matins? Et donc, compréhension des échanges et références culturelles, c'est là-dessus que l'interprétariat va pouvoir agir. Donc, pourquoi utiliser l'interprétariat? Parce qu'on l'a vu, ça limite les facteurs de vulnérabilité. Ça améliore le lien soignant-patient, parce que pour que quelqu'un nous fasse confiance, il faut qu'il nous ait compris, c'est indispensable. Une meilleure compréhension, ça permet de mieux expliquer, de mieux comprendre les traitements et les examens que vous allez donner à faire à votre patient, et donc une meilleure observance, et donc une meilleure qualité de soins. Et puis, c'est très important pour le principe d'éthique, d'autonomie, c'est-à-dire information du patient, on s'assure de sa compréhension, et c'est lui qui prend la décision. Et donc, ça permet le recueil du consentement éclairé, même en cas de refus. En fait, on peut accepter un refus si on est sûr que les enjeux sont bien compris par le patient. Alors ça, c'est une étude qui a été menée par Marie Goussef, une médecin de l'hôpital de Vannes, qui a interrogé tout le personnel du groupement hospitalier Bretagne-Atlantique sur les ressources d'interprétariat qu'envisage le personnel quand ils sont face à des patients allophones. Donc en fait, on voit que dans 3/4 des cas, ils se tournent vers l'entourage présent, et 70% outils en ligne. Finalement, l'interprétariat professionnel est très peu utilisé, alors même qu'à l'hôpital, il y a un forfait interprétariat. Donc, on n'est pas dans le cas de la ville où il y a cette autre difficulté financière. Alors, le problème, c'est que les risques de l'interprétariat non professionnel, on voit les chiffres, 3/4 utiliser l'entourage présent. En fait, même si vous demandez l'accord au patient et même s'il est d'accord, au fond, il ne sait pas ce que vous allez lui poser comme question. Et donc, on se retrouve avec des situations où c'est l'enfant de 6 ans qui traduit les antécédents d'IVG de sa maman. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Le problème aussi, c'est qu'il y a un risque de déformation des propos, de mauvaise compréhension par l'interprète qui n'est pas formé, et donc de mauvaise retranscription. Un risque d'interprétation en fonction des idées, des croyances de l'interprète, parce qu'en fait, la personne de la famille ou de la communauté, elle n'est pas neutre par rapport au patient. Bien sûr, la problématique du secret médical et le risque de discrimination et de retentissement dans la communauté. Notamment, on a pu voir des patients qui étaient accompagnés par une personne de la communauté voilà, qui voulait bien faire parce qu'elle est là depuis plus longtemps, qu'elle parle français, et puis pour un diagnostic d'annonce VIH, et en fait derrière, la personne est rejetée par la communauté. Donc vraiment, voilà, faut vraiment être vigilant là-dessus. Et puis la problématique de l'autonomie du patient et du respect des stratégies des interlocuteurs. Tout à l'heure, on parlait de s'il a bien compris, il a le droit de dire non. Et là, l'exemple parlant, c'est celui du mari qui est avec sa femme en consultation gynéco. Et on demande à sa femme est-ce qu'elle veut une contraception, puis en fait le mari lui traduit même pas et il lui dit non, elle veut pas de contraception. Et puis aussi le problème des violences conjugales ou autres. Alors les freins à l'utilisation de l'interprétariat professionnel, donc c'est la méconnaissance des dispositifs, les freins financiers, et puis on a l'impression que ça va être toute une logistique, que ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, on n'a pas toujours le courage de s'y atteler sur des consultations de 20 minutes en médecine générale ou voilà, en kiné, en libéral. Et puis, pour certains, la réticence à l'éruption d'un tiers dans le lien patient-malade. Donc, on a vu tout à l'heure pourquoi utiliser l'interprétariat, et donc là maintenant, pourquoi utiliser l'interprétariat professionnel. Parce que du coup, ça garantit la qualité de la prise en charge. À mon sens, on ne peut pas se cacher derrière la barrière de la langue. Il existe des ressources pour permettre une égalité d'accès aux soins. Et c'est vrai que quand on a dans les comptes rendus, voilà, je vais expliquer, mais avec la barrière de la langue, je suis pas, le patient, voilà, je ne sais pas ce qu'il veut me dire, je ne comprends pas quels sont ses antécédents, sous réserve que, en fait, voilà, on a quand même des moyens pour pouvoir être. Enfin, il ne faut pas se cacher derrière si jamais on fait on diffuse de moins bons soins entre guillemets parce qu'on n'a pas tout compris. Donc en fait, l'interprétariat c'est pour les patients, mais c'est aussi pour le médecin, c'est
c'est sécurisant. Alors, c'est sûr que ce n'est pas eux qui vont le plus nous traîner en justice, mais bon, est-ce que c'est une raison? Je ne sais pas. Alors, ça aide à l'appréhension du contexte individuel global et des enjeux culturels, on en parlait tout à l'heure. L'interprétariat professionnel, en fait, c'est une personne qui est bilingue et qui a les deux cultures et qui peut aussi traduire un petit peu ah bah oui, mais ça, il vous dit ça, mais parce que dans ma culture, on dit ça. Et ça peut vraiment être d'une grande aide dans les consultations. C'est légal. On a l'obligation de pouvoir donner les informations à nos patients et l'interprétariat fait partie des outils qu'on met à nos dispositions. Juridique, donc le respect du secret professionnel, éthique, le recueil du consentement éclairé, déontologique, principe d'équité en santé, pour que tout le monde ait à peu près les mêmes chances. Et en fait, on se rend compte que ça fait gagner du temps et c'est des économies pour la collectivité. Parce qu'en fait, un patient, on n'a pas bien compris de quoi il était question, on lui prescrit quelque chose, lui, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas compris, finalement ça se dégrade, il va aux urgences et il va être hospitalisé alors que ça aurait pu... Voilà, en fait, on voit bien que ça continue à creuser le trou de la sécu. Alors voilà, à notre niveau, il y a des petites choses quand même importantes qu'on peut faire. Les principes de l'interprétariat professionnel, il y a une charte pour l'interprète professionnel qui signe quand il s'engage. Donc, c'est de retransmettre la fidélité des propos, sans omission mais sans rajout, en veillant à ce que les interlocuteurs aient bien compris, une maîtrise des deux langues et des termes médicaux et une formation. Une impartialité avec le respect de l'autonomie des personnes, pas de jugement, on respecte les stratégies des interlocuteurs sans se substituer. Et puis, principe de confidentialité, de secret professionnel, responsabilité. Donc, pas de lien interprète-patient. Alors, en pratique, nous, on peut vous donner les exemples sur la Bretagne. Vous avez la procédure demande d'interprétariat en santé, la procédure 10, qui permet à tout professionnel de santé de faire appel gratuitement à un interprète. On pourra en rediscuter éventuellement, hein. Mais en gros, c'est une réservation 72 heures à l'avance qui peuvent se faire par mail pour une langue. Et puis, on donne un numéro de téléphone et l'interprète nous appelle à l'heure dite sur le numéro de téléphone. Donc, c'est un peu de travail en amont. Mais voilà, c'est un mail, ça peut être géré par la secrétaire. On conseille de mettre ça en début de demi-journée de vacation et de réserver une heure, puisque c'est le même prix, que ce soit 10 minutes ou une heure. Ça permet d'être sûr de pouvoir profiter pleinement de l'interprétariat pour sa consultation. Alors, Antonin vous a mis d'autres ressources. Pour le Pays de la Loire, vous pouvez vous renseigner auprès de l'URML. Au niveau du Bas-Rhin, on a mis aussi un numéro de téléphone et un mail. Et puis, voilà, vous pouvez aussi vous rapprocher maintenant avec les maisons de santé, les CPTS, les CSP. Il y a des choses maintenant qui sont prévues dans les centres de santé aussi, salariés ou centres de santé communautaires. Et puis, voilà, il y a aussi l'Alsace qui avait mis en place des choses. Des petits outils d'appoint, mais vous avez bien compris que, on va dire, ça va être du débrouillage. Pour une vraie consultation, c'est quand même pas conseillé. Mais les applications de traduction instantanée que vous connaissez sûrement, Google Traduction, qui peut s'installer sur le téléphone, on parle et on peut, pour certaines langues même, et notamment pour les patients analphabètes, mettre en haut-parleur, ça traduit directement. Say Hi, Yandex, c'est un peu le même genre. Et puis les sites ou applications avec des phrases déjà traduites. Par exemple, on va dans la section gynécologie et puis on va voir vous avez combien d'enfants, hop, on clique dessus, ça dit directement à l'oral. Donc Traduc-Med, Mediglotte, Traleo. Et puis il y a aussi une application de la PHP, Medipicto, voilà, où c'est avec des pictogrammes. Le site de Santé publique France a tout un tas de ressources dans ces pages. Et puis, il existe aussi des imagiers. Donc, voilà, urgence maternité, je consulte, bonjour docteur. Ça peut être assez pratique à l'accueil au niveau des secrétaires. Ça peut être quelque chose qui peut aider. Alors, maintenant, en pratique, la prise en soins en médecine de ville, est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est si spécifique? Là, je vous ai mis les chiffres du rapport du COMED 2021 pour l'Île-de-France et du PACA, mais bon, globalement, c'est à peu près similaire. Et en fait, on voit que
pour les patients exilés, dans 65% des cas, le problème de santé, c'est une maladie chronique. Donc cancer, diabète, maladie cardiovasculaire. Dans 20% des cas, une maladie infectieuse et dans 15% des cas, un trouble psychique. Là, sur la colonne de gauche, vous avez les résultats de l'étude parcours qui ont relaté tous les motifs de consultation des patients migrants primo-arrivants. Donc, effectivement, il y a les pathologies infectieuses, hépatite B, hépatite C, VIH, puisque la majorité des nouveaux diagnostics sont faits chez des patients immigrés. La tuberculose, bilharziose urogénitale, voilà, les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques, et puis tout un tas d'autres pathologies. Et j'ai rajouté à droite, ce qui est peut-être un petit peu plus, ce qu'on pourrait rajouter quand même pour nos patients, la dictologie, les violences, et notamment les mutilations sexuelles féminines, et puis les anomalies de l'hémoglobine, un peu plus anecdotiques, drépanocytose et thalassémie. En pratique, souvent, les patients viennent en ayant connaissance de leur drépanocytose. La thalassémie, c'est des thalassémies mineures qu'on découvre simplement sur une biologie de routine. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est quand même la plupart, c'est quand même des pathologies qu'on a l'habitude de prendre en charge en médecine générale, en médecine de ville, à part ce que j'ai mis en italique éventuellement, effectivement la tuberculose, la bilharziose urogénitale, un peu plus spécifique, à penser quand on a une hématurie, notamment chez les patients originaires subsahariennes, et génitale également. L'anguillulose, en pratique, pas vraiment, sera dépistée chez des patients chez qui on doit commencer des traitements immunosuppresseurs pour la traiter. Mais voilà. Et puis les mutilations sexuelles féminines, je renvoie d'ailleurs vers une formation du CHEM qui est très très bien faite et qui doit arriver à ce sujet. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous n'avez pas forcément envie de vous former, si vous avez du mal à trouver les informations, notamment parce que le bilan de santé avec la biologie toute préfaite, en fait, n'a pas été encore vraiment configuré, mais il y a un groupe de travail à la SPILF qui est en train d'y travailler. Mais il y a des consultations bilan de santé souvent disponibles sur le territoire. En pratique, sur ces consultations, on explique le système de soins. On fait un petit peu le recueil de l'histoire du patient, un examen clinique, on propose des dépistages et on diffuse des discours de prévention, on met à jour les vaccins. Petit aparté, le DataSAM recrute des médecins généralistes qui seraient intéressés pour être formés à ces bilans de santé et en faire dans leur consultation. C'est le dispositif SIM qui permet d'avoir une revalorisation de la consultation et plus de temps. C'est sur 2 consultations. Une première consultation pour voir le patient prescrire les bilans et une deuxième consultation pour remettre les résultats. Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter, l'adresse est en bas de la page. Petite chose que vous pouvez aussi, des petites demandes que vous pouvez avoir dans vos consultations et pour lesquelles on n'est pas toujours à l'aise en fait quand on connaît pas. C'est des demandes de certificats médicaux. Globalement, le plus important quand on fait un certificat médical, c'est de savoir quelle sera sa finalité. Et c'est comme ça qu'on sait comment le rédiger en fait, et si on doit le rédiger. En gros, concernant les patients demandeurs d'asile, il y a 4 certificats. Alors, on a parlé des certificats de logement avec Martin auparavant, mais là, c'est le certificat descriptif coups et blessures. C'est le patient qui fait recours à la CNDA parce qu'il a été débouté à l'OFPRA et son avocat lui a demandé d'obtenir un certificat. Donc en fait, c'est comme vous avez l'habitude de faire, c'est ce qu'on constate. Monsieur a une cicatrice sur le bras, voilà. Éventuellement, on peut aussi parler des détresse post-traumatiques et puis on peut dire que c'est compatible ou non incompatible avec les violences qu'il me dit avoir subies au pays. Voilà, toujours au conditionnel. Les certificats pour demande de titre de séjour pour raison de santé, ça c'est des certificats officiels OFI, donc le patient vient avec un certificat alors que le précédent, vous pouvez faire ça sur papier libre, entre guillemets.
Et donc là, ça peut être rempli par tout médecin qui suit le patient et c'est à remettre directement au médecin de l'OFI. Donc c'est pour, alors c'est pas à vous d'en décider, hein, s'ils arrivent avec leur certificat, vous le remplissez, mais globalement, pour que vous sachiez un petit peu qui peut y avoir accès, c'est pour des pathologies d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne serait pas accessible pour le patient dans son pays. Alors, actuellement, c'est ça. Après, la loi Asile et Immigration a essayé de changer un petit peu les termes, ce qui pourrait compliquer les choses, mais voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, en pratique, des pathologies graves, VIH, mais ça fonctionne de moins en moins bien parce qu'en fait, chaque fois, on se dit oh, mais il est disponible. Et donc, il faut parfois prouver que le patient ne pourra pas y accéder parce qu'il habite dans la brousse et que le traitement, il est disponible que dans la clinique de la capitale. Et puis enfin, les certificats pour troubles cognitifs, psychiatriques, altérant la mémoire et la cohérence d'un récit. Ça peut vous être demandé, alors toujours souvent par les travailleurs sociaux qui accompagnent le patient. En fait, c'est simplement pour donner un peu aider le patient. Voilà, vous savez qu'il a des troubles mnésiques liés à des troubles psy ou cognitifs et qui risque de se perdre dans son récit. Et en fait, sans certificat, l'OFPRA peut se dire bon, bah, en fait, il n'est pas clair, c'est qu'il ment. Donc voilà, ça peut être juste dire, bah voilà, vous étonnez pas s'il y a des petites incohérences, si vous faites répéter les choses, donc ça peut les aider. Et puis en fait, enfin, les certificats pour expliquer qu'il y a un suivi médical important qui est débuté et les risques d'une rupture de suivi médical. Ce sera pareil, hein, demandé par les travailleurs sociaux et c'est à remettre à la préfecture pour éviter, parce que disait ce dont vous parlez, Martin, tout à l'heure, le transfert du Dublin dans un autre pays ou l'OQTF, hein, l'obligation de quitter le territoire français. Voilà. Pour terminer, l'intérêt d'un suivi régulier chez ces patients, toujours l'étude parcours de 2017, en fait, a montré que la plupart des pathologies chez les patients migrants sont acquises après leur arrivée en France, y compris les pathologies sexuellement transmissibles, de par leur vulnérabilité et leurs conditions de vie. Donc, il y a vraiment un intérêt à sensibiliser à la prévention, donc sexuelle, cardiovasculaire, à renouveler les interrogatoires sur les expositions, à renouveler les dépistages, les sérologies, le diabète, et puis aussi à penser au dépistage classique des cancers. Donc, on voit bien que là, c'est le rôle majeur du médecin généraliste, ce que vous faites en consultation. Je dis vous, hein, mais c'est vrai que la dernière partie est un petit peu plus axée médecin de ville, mais on pourra discuter aussi s'il y a d'autres questions. Et puis, l'intérêt d'un suivi régulier, il y a aussi cette notion de transition sanitaire accélérée. En gros, c'est l'idée selon laquelle après l'arrivée, plus on est longtemps en France, plus les pathologies chroniques et les troubles mentaux prennent le pas sur les pathologies infectieuses. Parce que souvent, on se dit, migrants, attention, pathologie infectieuse. Ben, en fait, plus on reste, plus finalement, on se confond un peu avec la population générale. Et on l'a bien vu déjà tout à l'heure, 65% de pathologies chroniques. Et puis, on a des chercheurs, notamment le groupe de chercheurs MIXAN en santé publique et en géographie, sont allés interroger des patients migrants avec divers parcours de soins et on se rend compte de l'importance pour ces personnes du lien de confiance et de stabilité avec leur médecin. Et donc, plus que d'un médecin généraliste, ils ont besoin d'un médecin traitant. Et je termine simplement là-dessus. Une thésarde qui est passée à Louis Guillou, il me semble, a fait sa thèse en 2022 sur le devenir des patients qui étaient passés au centre médical Louis Guillou. Et en fait, on se rend compte que dans l'année qui suit, ils consultent tout autant que le reste de la population générale. Donc, ils arrivent quand même à trouver la ressource pour consulter. Mais très peu ont déclaré un médecin traitant. Et donc, en fait, c'est des patients qui vont avoir comme médecin traitant Doctolib, quoi, et qui vont changer tout le temps, alors que justement, ils ont besoin de confiance, de stabilité, de pouvoir savoir où on en est dans les dépistages. Et voilà, du coup, c'est l'importance de pouvoir se déclarer médecin traitant, sachant que ce n'est pas des patients ensuite qui sont forcément très consommateurs de soins. Voilà, merci pour votre attention, et puis on est du coup disponible pour répondre à vos questions.
J'en profite pour poser la question, Mathilde. C'est des consultations qui peuvent prendre quand même un petit peu de temps. Est-ce que au niveau de la cotation de la... Tout de suite, pardon, c'était un petit peu dans les tuyaux, j'ai l'impression, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Est-ce que il y a une reconnaissance de la longueur de la consultation sur le plan de l'ARS ou de la sécurité sociale? C'est clairement en discussion, entre nous déjà. Et moi, c'est quelque chose que je porte en ayant été installée auparavant. C'est des choses qui existent pour voilà, les consultations dépistage de l'obésité, les consultations pour les maladies chroniques, les visites longues. Donc, je pense en effet que ce serait une solution. Après, on n'est pas tout, on n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est décidé. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et ce sera notamment le sujet du colloque du 23 mai, de pouvoir discuter de tout ça. J'en profite pour relayer aussi les quelques questions et remarques qui sont arrivées. Alors, je vois que, oui, sur le protocole de rattrapage vaccinal en fonction de l'âge, il y a un lien, en fait, qu'a déposé Martin sur un lien de l'HAS, une fiche de C'est recommandation. vraiment très qualitatif. Il y a un de nos collègues, Dr Delop, qui a participé au groupe de travail. Nous, on a des protocoles maison qui sont un peu plus simplifiés, mais c'est basé là-dessus. Je vous invite à regarder. Donc, vous tapez rattrapage vaccinal, migrants primo-arrivants ou personnes de statut vaccinal inconnu de l'HAS. C'est 2020 et il y a soit la version très longue, mais qui est vraiment hyper bien détaillée, où il y a beaucoup de discussions sur les pourquoi, comment, ou combien ont eu de vaccins les gens, d'où ils viennent, les études, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un risque de ci, de ça. Et dans les fiches synthèse, il y a vraiment âge par âge, les vaccins à faire de J0, S4, S8, M3, M12. Tout est très bien détaillé, c'est hyper simple. Et si vous avez des questions précises sur ça, on peut essayer d'y répondre, mais je vous renvoie à ça. C'est la fiche synthèse hyper synthétique et le document entier hyper complet. On a une question également sur la prise en charge de la rémunération, de l'interprète professionnel. Ça s'inclut dans l'association. Mathilde, tu veux répondre ou pas? Ouais, vas-y. La question exactement, c'est qui prend en charge l'interprète? Oui. Mais pour qui? Pour un soignant en libéral dans son cabinet? C'est ça la question? Oui, je pense, oui. Ok, c'est une bonne question. Donc, comme le disait Mathilde, hein, ça dépend. Pour l'instant, il y a que des expérimentations qui existent. Par exemple, sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine, notre association a répondu à un appel dans le cadre d'un article 51 et a mis en place des consultations en médecine de ville avec interprète, revalorisées de 25 €. Et il y a 2 à 3 consultations par patient, une fois qu'ils ont la sécurité sociale, avec des médecins partenaires qui conventionnent avec notre asso. Donc ça, c'est un truc qui existe. Comme l'a dit Mathilde, il y a aussi d'autres choses qui existent, dont dans notre département et même au-delà, le dispositif 10 là, qui permet, alors qui permet à des professionnels libéraux quels qu'ils soient de programmer des consultations avec interprète, et ça c'est pris en charge par notre association via des financements publics. Voilà, sur le territoire, il y a d'autres choses qui existent, Pays de la Loire, région de Alsace, et en fait,
Ce que disait Mathilde, c'est que ça a vocation à normalement être généralisé. En tout cas, on milite pour. Parce que justement, c'est ce qu'elle dit, c'est que contre toute attente, ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Alors, dans le cadre de la médecine ou des soins libéraux avec prise en charge à l'acte, c'est sûr que là, le bas blesse. Après, on pourrait imaginer, je ne sais pas, si vous prenez en charge un patient allophone, on pourrait imaginer de temps en temps, je ne sais pas, faire une consultation blanche, par exemple. Alors, pour l'instant, en fait, faut militer pour qu'il y ait de l'interprète, que ce soit pris en charge, en fait, et revalorisé, on est d'accord. Mais en attendant, on pourrait imaginer, par exemple, dans le cadre d'un suivi où on s'en sort pas avec une dame qui a plusieurs pathologies et on comprend pas pourquoi ça bloque et tout ça, et on aimerait faire le point. Pour une trentaine d'euros, on peut avoir de l'interprétariat professionnel. On pourrait imaginer de temps en temps, dans le but d'avoir une prise en charge qui a plus de sens et qui est plus qualitative, et en continuant à payer les autres consultations, de faire un gros point avec ça. Et du coup, oui, dans le cadre du libéral pour l'instant, c'est que des choses, des initiatives locales, des dispositifs, des mises à disposition d'assos, de financement, voilà, dans les centres de santé communautaires. Il y a souvent une ligne budgétaire pour l'interprétariat. Enfin, ça s'entend et ça se répand de plus en plus. Renseignez-vous autour de chez vous de ce qui peut être mis en place. Probablement que il y a des gens qui sont sur le territoire d'Ille-et-Vilaine et même de Bretagne et qui connaissent pas encore notre dispositif et qui prennent en charge pour l'instant des gens et qui auraient bien besoin de faire une consultation d'une heure avec interprète pour savoir où on en est, quoi. Dans notre département ou notre région, ça peut être pris en charge. Et la seule complication, c'est la mise en place en pratique. Donc, c'est ce que disait Mathilde, c'est faut s'y prendre un peu à l'avance. Faut le mettre en début ou en fin de demi-journée. Et il faut anticiper, mais c'est un mail ou un coup de fil, quoi. Ça va assez vite en vrai. Si on a un tout petit peu de temps et de courage, c'est faisable. Après, là où il n'y a pas de dispositif, pour l'instant, c'est pas pris en charge, donc c'est au bon vouloir du soignant. Pour rebondir sur ce que dit Martin, en tout cas, en Bretagne, nous, l'enveloppe est loin d'être dépensée. L'enveloppe 10 mis en place par le RLG, ça commence un petit peu mieux, mais plus les médecins généralistes vont avoir recours à l'interprétariat, plus on va pouvoir montrer que c'est nécessaire et plus on va pouvoir, auprès des instances, de la CPM, de l'ARS, augmenter les budgets pour que ce soit utilisé. Mais voilà, il faut que ce soit utilisé et c'est possible en tout cas en ville, en Bretagne. J'ai une question. Les demandes de certificats. Comment procédez-vous pour les demandes de certificats de présence-absence de mutilation génitale? Alors, en pratique, la présence ou l'absence de mutilation génitale, pourquoi c'est important? Déjà, effectivement, pour toutes les complications personnelles pour la femme, hein, mais c'est aussi une possibilité pour obtenir l'asile pour les femmes qui ont eu des mutilations et qui ont une fille qui n'a pas, elle, subi de mutilation génitale, pour mise à l'abri de la mineure en France. Donc, en pratique, n'importe quel médecin généraliste peut faire un certificat d'absence de mutilation génitale chez la mère. Alors, normalement, c'est un médecin qui ne suit pas habituellement la patiente. En revanche, les certificats de mutilation génitale chez une mineure sont faits en fait sur réquisition de l'OFPRA, d'unités de médecine judiciaire assermentées. Enfin, voilà. Et donc les patientes vont être orientées pour emmener leur fille prendre un rendez-vous dans ces unités-là et avoir un certificat d'absence de mutilation génitale. Mais de toute façon, je crois que chez les mineurs, que ce soit pour un certificat d'absence ou de présence, c'est forcément un médecin légiste. C'est ça.
Et aucune nécessité d'aller emboliser les services de médecine légale avec des demandes de certificats d'adultes pour savoir si il y a excision ou pas. Un médecin généraliste peut le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Et on Encore n'est une pas fois, ce qu'on obligé n'est de pas. détailler. Vas-y, excuse-moi. Non, c'était pour la formation, le SHEM. Ouais, Mm. début avril, c'est quand? Le 8? Le 9 avril de mémoire, avec le docteur Monseco et Cathy Ledoux, qui viendront en effet développer cette problématique. J'ai une question très précise. Est-ce que le rendez-vous santé mis en place par le service médical de l'OFI pour les demandeurs d'asile et les signataires du CIR vous aide à la passe et qui est une sorte de bilan de santé comme vous proposez et qui est systématiquement fait avec traducteur? Votre Je Antonin, laisse répondre. Antonin, t'es passé Genre où, Antonin? C'est qui pose la question? Je n'ai pas bien regardé. C'est Héloïse qui nous pose la question. Très bonne question, Héloïse. Du coup, en effet, depuis quelques mois, les services médicaux de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dépendent donc du ministère de l'Intérieur, ont développé des rendez-vous santé et ça commence à se généraliser. Bon, la question c'était est-ce que ça nous aide? Non. Voilà. En pratique, bon, ça pose plusieurs problèmes, hein, qu'on soit clair. Un médecin, voilà, c'est dans le code de déontologie et tout ça. Enfin, un médecin délivreur de soins traitants ne peut pas jouer le même rôle que un médecin de contrôle. Et du coup, bon, voilà, l'office c'est quand même le service qui est aussi censé dire OK pour un titre de séjour étranger malade, pas OK. Et puis ils sont payés par le ministère de l'Intérieur, quoi. Enfin, et donc en plus, voilà, ils ont un petit peu développé ces rendez-vous-là, un petit peu, en tout cas chez nous, sans forcément beaucoup de concertation avec l'offre de soins existante. Ils proposent 1 ou 2 rendez-vous. Il y a beaucoup de contrôles, c'est-à-dire qu'il y a des TROD, voilà, mais du coup, ils voient des gens qui potentiellement leur disent, ben ouais, je crois que j'ai un cancer aussi et ou j'ai de l'hypertension et j'ai tel traitement, mais je l'ai pas sur moi et j'ai 22/12 de tension. Et en fait, ils ont un rendez-vous et après, ben les soins, la continuité, s'assurer qu'une fois qu'on a fait la radio et qu'on a vu qu'il y avait une belle tuberculose, bah, qui fait quoi en fait derrière, qui prend en charge les personnes. C'est pas hyper simple de se coordonner. Et puis nous, on est franchement un petit peu chafouin et pas forcément d'accord sur le fait que des médecins de l'OFI fassent de la santé. Ils sont là pour faire du contrôle. Donc ils voient les gens qui arrivent, ils disent OK, il y a une tuberculose, il n'y a pas de tuberculose, voilà, c'est OK pour les vaccins, pour aller à l'école, c'est OK pour aller au service de je sais pas quoi parce qu'on vient d'arriver avec un visa. Attends, s'il te plaît. Ça c'est bien, mais les rendez-vous santé généralisés pour tous les demandeurs d'asile, on voit pas trop ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est à notre sens pas leur rôle. Il faudrait plus de financement auprès du ministère de la santé pour proposer des soins. Enfin, comme l'a dit Mathilde, hein, il faut des médecins traitants. Il y a quelques spécificités, mais sinon pas tant que ça. Ce qu'il faut, c'est surtout des médecins et des dispositifs capables de fournir des soins à ces personnes, même sans assurance maladie dans les premiers temps. Et du coup, c'est tout. Mais c'est pas la peine de rajouter un dispositif supplémentaire, surtout s'il est financé par le même ministère qui, quand même, a tendance à faire en sorte que les gens repartent. Donc voilà, ça nous aide pas. Et puis ils se sont pas forcément rebondir aussi à ce que dit Martin, c'est que effectivement le 22/12 de tension, je suis même pas sûre qu'ils puissent prescrire en fait. Enfin, ils ont vraiment
un rôle de dépistage. Je suis pas sûre qu'ils puissent prescrire des médicaments. Alors, Et si ils effectivement, prescrivent, enfin, chez nous, ils prescrivent, mais ils font une ordonnance que les gens doivent aller payer. Et donc, ils font une ordonnance de traitement, 3 c'est des mois. patients qui ont pas besoin de santé. Et puis, effectivement, il y a aussi la question éthique de prescrire des examens, des sérologies, alors que c'est pas eux qui vont rendre les résultats. En fait, quand il y a un souci, ils orientent le patient vers les structures, donc effectivement vers la PAS, mais on a été très très peu informés. Et bah voilà, en tout cas, le point de vue du DataSam, c'est éthiquement, ça nous dérange. Mais il n'y a pas que le DataSam. Pour en avoir parlé avec l'ARS, ils essayent de développer un petit peu les bilans de santé sur les territoires portés par les hôpitaux ou par les structures, qui le font très bien, pour essayer, entre guillemets, de contrer un petit peu ces rendez-vous santé au FI. Et encore une fois, on voit qu'on déplace à chaque fois le problème, on met de l'argent à un endroit au lieu d'aller renforcer des dispositifs existants. Et comme vous l'a montré Mathilde dans les chiffres là du COMED et tout ça, enfin, la plupart du temps, alors d'accord, il y a un peu plus de découvertes de VIH, VHB, VHC, des anguiluloses et des choses comme ça, mais qui sont pas forcément investiguées et recherchées à l'OFI. Ce qu'elle vous montre, c'est que c'est des gens qui sont avant tout psychotraumatisés, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on certifie des choses pour les appuyer face aux institutions, et qui ont besoin d'un suivi et d'une cohérence et de faire confiance. Et c'est ça qui va améliorer leur état de santé. Donc c'est pas un rendez-vous santé et encore moins par le ministère de l'Intérieur qui va arranger ça. Voilà. Je complète du coup parce que Cathy Ledoux a eu la gentillesse de compléter mes propos. Depuis début 2024, les structures dédiées à la prise en charge des violences conjugales en convention avec l'OFPRA, je pense en plus que des UAMJ peuvent voir les mineurs. Et elle précisait effectivement que ça pouvait être un constat de mutilation ou de non-constat de mutilation sexuelle chez les mineurs. Je crois qu'on a sauté une remarque d'un podologue. Oui. Alors, donc déjà, désolée, effectivement, je n'ai pas cité tous les libéraux. Donc, dans la liste des soignants, vous n'avez pas cité les pédicures podologues dont certains soins ne sont pas remboursés par la CPAM. Je suis de cette profession, je reçois à mon cabinet des personnes ayant besoin de soins par l'intermédiaire d'une association locale pour leur donner gracieusement des soins. Malheureusement, peu de mes collègues, voire aucun, ne procède ainsi. Bah, effectivement, je rapprocherai aussi des psychologues pour lesquels les prises en charge sont rares. Il y a parfois, et encore, des associations de pédicures podologues qui vont proposer bénévolement quelques consultations. Il y a la possibilité qu'il y ait éventuellement des consultations remboursées dans le cadre du diabète, mais effectivement, ça reste limité, mais comme beaucoup de soins, hein. Je prenais l'exemple du psychologue, donc on a la chance d'avoir les CMP, mais voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres. L'ostéopathie, les semelles, pareil, effectivement, là, les remboursements des semelles sont quand même très, très limités. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Ah, si. Il y a une autre question. Le certificat médical d'un médecin généraliste qui estime un âge du patient a-t-il une utilité pour les mineurs? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'on n'a pas le droit de faire un certificat où on estime l'âge d'un patient. On est censé certifier que des faits. Par contre, oui, en effet, on peut être amené. Alors, les personnes qui arrivent et qui se déclarent mineures sont normalement prises en charge par le conseil départemental dans le cadre de l'ASE. Et dans chaque département, on va évaluer leur minorité. Donc c'est en fait le département au départ qui fait ça. Par contre, une fois que la personne est bon, dans le cadre où elle est déclarée mineure, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre où elle est déclarée majeure, si elle fait un recours auprès du juge des enfants, là, on peut être amené à faire un certificat médical si on a des choses à certifier sur les circonstances des consultations avec la personne, sur
des éléments d'ordre physiques, comportementaux, voilà, qui peuvent nous donner des indices si on a envie d'appuyer le fait qu'on pense que la personne est mineure. Alors faut bien l'écrire, hein. Mais après voilà, et c'est souvent des dossiers où l'éducatrice, éventuellement les parents de la famille d'accueil, l'assistante sociale vont être amenés aussi à fournir des attestations qui essayent d'aider la personne. Voilà. Et en pratique, on a très peu recours au test d'âge osseux et tout ça, hein. Ça peut être demandé après par le juge des enfants dans le cadre de recours beaucoup plus tard, mais voilà. Donc on peut faire des certificats qu'il faut écrire vraiment de manière quand même agile pour essayer de certifier un certain nombre d'éléments qui nous semblent compatibles avec une minorité ou voilà. C'est des procédures qui sont extrêmement longues, hein. Du coup, voilà. Et Cathy Le Toulouse fait une petite précision. Pardon ? Alors, ce type de demande est faite sur réquisition judiciaire. Alors, je ne sais pas, Cathy, si tu parles toujours des certificats pour les mineurs et majeurs ou si tu parles aussi, du coup, des certificats pour les mutilations sexuelles. Je pense que c'était pour le deuxième. Et en tout cas, il s'agit de mineurs pour âge limite majorité. C'est un examen pluriprofessionnel radiologique et dentaire et par un légiste. Voilà, donc je pense que tu parlais effectivement de cette consultation-là. Parce que, voilà, pour la petite histoire, ces patients qui se disent mineurs et qu'on a reconnus majeurs, en fait, c'est des mijeurs et donc qui sont dans aucun dispositif. Et donc, c'est effectivement très compliqué pour eux. Après, plus généralement, on a quand même pas mal parlé de certificats. Je me rends compte, je sais pas combien il y a de médecins parmi les personnes inscrites. Globalement, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des certificats, même si on nous dit tout le contraire partout ailleurs. Faut être très clair et certifier que ce dont on peut certifier, mais en fait, ça a quand même très souvent, ça peut avoir une importance pour les personnes dans le cadre de leur parcours, et puis ça a aussi une importance dans le cadre de la relation de confiance et de la relation de soins. Souvent, les certificats dans le cadre de la demande d'asile, c'est aussi l'occasion pour les patients de nous raconter un peu les violences qu'ils ont subies, de nous montrer leurs cicatrices, à la fois physiques et psychiques, et puis du coup d'être entendus et d'être pris au mot. Et puis voilà. Donc c'est vraiment, alors c'est des moments pas simples, mais c'est hyper simple à faire comme certificat, hein. Monsieur me dit que, voilà, je dis ce qu'il me dit. Physiquement, je vois, je décris précisément, et puis je dis si ça me paraît compatible ou pas avec ce qu'il me dit. C'est tout. Et si ça paraît compatible, faut le dire, et puis ça pourra toujours l'aider. Et du coup, ça aide aussi à la prise en soin. Et en fait, il y a plein de certificats qui peuvent être tout à fait aidants pour les gens. Faut pas hésiter. J'appuierai effectivement sur le terme compatible ou non incompatible. Voilà, on n'est pas médecin légiste, mais on peut employer le compatible non incompatible, pas le imputable. Vraiment, le imputable, c'est la preuve. Et comme disait Martin, alors il y a d'un côté quand même être vigilant quand on remet ces certificats parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis dans ces certificats. Donc voilà, leur expliquer pour certains, voilà, je vous le fais, je suis pas sûre que ça va fonctionner, mais voilà. Et en même temps, à côté, il y a le fait que ça permet aux patients, en fait, pour eux, c'est beaucoup. Qu'on le fasse, ce certificat, que ce soit marqué sur ce papier, ce qu'ils ont vécu, c'est déjà quand même une reconnaissance. Et je suis assez d'accord là-dessus. Il y a un certain soulagement chez nos patients. Et puis il faut bien comprendre que voilà, la
procédure de demande d'asile, toutes ces institutions, OFPRA, CNDA, c'est quand même des choses qui sont assez particulières, où quand même on demande à la personne de venir amener la preuve. Normalement, en fait, dans le droit pénal et tout ça, c'est au plaignant, enfin à la personne qui voilà, alors que là, c'est à la personne qui est victime de venir apporter la preuve qu'elle est victime. Et donc, c'est tout un tas de procédures où, en fait, on va quand même mettre la personne dans une situation de méfiance. Enfin, en tout cas, on va se présenter méfiant envers elle et on va essayer de trouver des failles pour montrer que son discours est pas bon, que, en fait, elle dit qu'elle a été frappée, torturée dans son pays, mais elle est passée par la Libye, donc c'est forcément la Libye. On sait tous ce que c'est, la Libye. Donc, en fait, voilà, elle a décidé de partir et puis elle est passée par la Libye, elle a des cicatrices. Qu'est-ce qui nous dit que ça a été fait dans son pays, elle est passée en Libye. Voilà, elle nous dit qu'elle est mineure, en fait, elle est majeure. Donc, en fait, tout leur parcours va être quand même dans une posture où ils vont devoir se justifier et où devant eux, il y a des gens qui vont les remettre en cause et mettre des doutes sur leurs propos. Les soignants peuvent être des gens qui juste accueillent et disent « D'accord, je vous crois, il n'y a pas de problème. Et je vous entends. » Et juste ça, c'est pareil pour les personnes. Après, souvent, des soignants disent « Oui, mais si j'ai peur de faire un certificat qui pourrait lui nuire, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir si on est honnête et qu'on certifie, voilà, et si on bosse normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Au contraire. Est-ce qu'il reste des questions auxquelles on n'avait pas répondu? Oui, moi je mais je ne sais pas. Alors, je reviens sur les questions. J'en vois pas de nouvelles. J'en profite, vu qu'on est plutôt vers la fin, pour faire la petite minute auto-promo. Il reste quelques places pour. On a décidé, en même temps, la prolongation de ce webinaire d'organiser des soirées de formation pour échanger plus précisément. Et puis en présentiel, c'est quand même un peu différent. Toujours autour du patient précaire sur Quimper. Alors sur Quimper, c'est le 18-19 mai et sur Vannes au mois d'octobre, le 10 octobre, avec Mathilde notamment, qui sera à Vannes. Voilà, et puis quoi d'autre? J'en profite juste pour voilà, c'est des soirées. Pour vous tenir au courant du prochain webinaire du CHEM qui aura lieu le 4 avril, donc dans pas très longtemps du tout, d'ici une semaine. Toujours à 20h30. Le programme sera tout à fait différent. Cette fois-ci, nous parlerons de lombalgie avec Julien Lozac, qui est kinésithérapeute et ostéopathe sur Brest, Pierre Val, qui est kiné également, et qui fait partie de l'équipe olympique australienne de kayak, comme quoi ça n'a rien à voir, et Martin Elie, qui est kiné. Voilà, on fera le point là-dessus. Je pense que ce sera vraiment plus axé kiné, mais en tant que médecin généraliste, c'est toujours intéressant de voir aussi comment les kinés arrivent à aborder ces consultations, parce que c'est une grosse tranche clinique. Voilà. En tout cas, merci à tous. S'il n'y a pas de questions, merci à tous pour votre attention. J'avais une dernière chose à vous dire. Éventuellement, Mathilde a parlé d'un groupe de travail. Je l'ai mis dans une réponse, mais j'aurais pas dû. Elle a parlé du groupe Mixan, qui est un groupe de recherche à la fois, enfin, de géographes de la santé et de sociologues et tout ça sur les liens migration et santé. Et justement, mardi 2 avril prochain, dans 4 jours, on organise
dans le cadre des journées de l'esprit critique en santé. Une journée nationale, je vous mets le lien ici, une journée nationale avec l'après-midi une visio où vous pouvez vous inscrire sur le site, c'est gratuit. Et sur l'intervention en visio, je le mets dans la réponse au merci beaucoup là. Voilà. L'intervention du coup de Anne-Cécile Oyez, qui est géographe de la santé et qui va pouvoir parler de tout un tas de d'idées reçues sur les exilés du point de vue des soignants. Donc ce sera très participatif. Il y aura aussi une intervention de la revue Prescrire. Donc voilà, l'après-midi, vous pouvez vous inscrire sur le site en visio. Et puis, il y a quelques villes où il y a des ateliers le matin en présentiel. N'hésitez pas. D'accord. Alors, comment ça s'appelle? J'essaie de le... C'est je sais. Journée de l'esprit critique en santé. D'accord. Très bien. Bon, je vais regarder ça. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer les échanges. Merci à tous pour votre attention. On a pu voir que tout le monde était hyper sérieux et hyper attentif pendant toutes les interventions. Oui, on peut avoir l'œil là-dessus. Voilà. Bien. Eh bien, à une prochaine fois, Mathilde et Martin. Et bravo pour votre travail. Et merci beaucoup. Et merci Antonin. Merci. Au revoir.